Alors, bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier numéro 7 à la conquête du numérique. Donc, je suis Audrey Mailléry, je suis chargée de développement à l'Agence de développement Terre de Lorraine. Je suis en charge du plan de relance numérique qui vise, par le biais de ces ateliers, à informer, sensibiliser et accompagner les entreprises dans leur transition digitale. Je vous retrouve aujourd'hui pour aborder la question de la facturation numérique, car dans le cadre des marchés publics, son usage est obligatoire depuis le 1er janvier 2021 et cette obligation va s'étendre à partir de 2023 à toutes les transactions, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, pourquoi et comment passer dès maintenant à la facturation numérique ? Donc, pour nous aider à y voir plus clair, je reçois en première partie donc, Gilles Césari et Richard Bonne de l'association ECTI qui aborderont donc l'aspect réglementaire et les avantages inconvénients de ce changement de pratique. Et puis, en deuxième partie, donc David Lélu de Global Informatique et Audrey Thierry de OpenBee nous présenteront une solution digitale concrète et complète pour les entreprises. Juste un petit rappel, donc cet atelier va durer environ 1 heure. L'objectif, c'est qu'il soit interactif et très concret. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On fera un petit point aussi d'échange en direct après chaque intervenant. Pensez à couper vos micros pour éviter tous les bruits parasites. Et puis, donc, je vous rappelle que la vidéo est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra et donc utiliser le chat pour poser vos questions. Voilà, donc je passe tout de suite la main à ECTI, Gilles Césari et donc Richard Bonne. Je me présente, donc je m'appelle Gilles Césari. Je fais partie de l'association ECTI avec mon collègue Richard Bonne. Lui est un spécialiste, c'est un expert comptable. Moi, je suis plutôt dans le domaine informatique, dans la gestion de projets informatiques. L'association ECTI, c'est une association nationale qui est composée de 2000 membres répartis sur 55 territoires au niveau national et sur 13 régions. Le but de l'association ECTI, c'est d'assister les entreprises, les communautés, par exemple dans la création d'entreprises, dans la formation. Et cette association est composée de différents profils. Vous avez des cadres supérieurs, vous avez des artisans, vous avez des chefs d'entreprise, des experts comptables qui composent donc cette association. Et nous, avec Richard, on fait partie je crois qu'on doit être une quarantaine de membres sur le territoire régional qui compose les départements 54 et département 55. Voilà donc pour la partie présentation de l'association ECTI. Alors cette association est composée de bénévoles seniors qui sont pour la plupart des pré-retraités ou des retraités. Voilà, donc on accompagne, comme je vous ai dit, les entreprises, les administrations ou les collectivités. Alors, pour en revenir maintenant sur le sujet qui nous intéresse donc aujourd'hui, tout ce qui est réglementation. Alors, juste, on a partagé l'écran. Est-ce que vous voyez le diaporama? Ok, super. Ouais. Alors, oui, on le voit, mais on ne l'a pas en plein écran. Ah, attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas en plein écran. Ah. Écoute, j'aurais pas mieux. Bon, c'est lisible? C'est lisible pour vous? Oui, c'est lisible. Ouais. Enfin, donc, comme on disait, c'est une nouvelle réglementation qui va s'échelonner de 2023 à 2025 et qui va concerner la transmission électronique des factures. Mais pas seulement la transmission électronique des factures, mais aussi de leurs données sous différentes formes que l'on verra dans un deuxième temps, et qui va
concerne aussi la transmission des données pour l'administration fiscale pour la pré-déclaration de la TVA. Donc, on vous a mis en bas de la diapo la loi qui concerne donc cette obligation, cette nouvelle réglementation, donc qui va s'échelonner de 2023 à 2025, aussi bien dans les deux sens, aussi bien en émission qu'en transmission de factures sous format électronique. Cette transmission va concerner aussi bien les entreprises, entre les transactions interentreprises, et des consommateurs nationaux. On verra aussi par la suite de quelle façon vont se faire ces différents échanges. Oui. Alors, qui est concerné et quand? Alors, à partir de 2023, vous allez avoir une obligation, si vous recevez des factures sous format électronique, de les intégrer dans votre entreprise. Alors, on verra si c'est la même chose, sous quel format vous allez recevoir ces factures-là, mais sachez que la date pour les réceptions, c'est à partir de 2023. Par contre, pour l'émission de vos factures vers les entreprises ou vers les commerces internationaux, les commerces nationaux, pardon, ça va se faire de façon progressive. Donc, de 2023, si vous émettez des factures pour les grandes entreprises, ça va être à partir de 2023. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des grandes entreprises? Ce sont des entreprises qui ont plus de 5000 salariés. Donc, si vous envoyez des factures vers les grandes entreprises, sachez que c'est à partir de 5000 salariés, je ne sais pas si c'est le cas, mais ça sera à partir de 2023 que les émissions seront effectives. À partir de 2024, ça va être pour les entreprises de taille intermédiaire, ce que l'on appelle des ETI. Et les ETI, c'est à partir de 500, c'est ça, à partir de 500 salariés jusqu'à 4999. Où ça sera une obligation d'envoyer vos factures dans ce type d'entreprise. Et à partir de 2025, chaque fois que vous allez émettre une facture pour une PME ou pour une TPE, alors qu'est-ce qu'on appelle PME, TPE? PME, c'est pour toutes les entreprises qui ont à partir de 11 salariés jusqu'à 499. Et tout ce qu'on appelle TPE, donc ce sont des entreprises de 1 à 10 salariés. Donc, l'émission progressive des factures numériques, des factures électroniques, vont se faire donc progressivement en fonction de la taille des émissions des entreprises destinataires. Oui. Alors, avant d'aborder et de voir le schéma de toutes ces émissions, on va faire un petit rappel sur ce qu'on appelle numérique, digital, facture électronique ou facture dématérialisée. Je ne sais pas si ce sont des termes que vous connaissez déjà, bon, qui veulent dire à peu près la même chose, mais qui sont quand même un petit peu différentes dans leur contexte. Si vous prenez numérique, qu'est-ce qu'on appelle numérique? On appelle tout ce qui est codifié ou informatisé, mais aussi bien au niveau du contenu que du contenant. Par exemple, vous prenez un fichier, un PDF ou un fichier qui a été digitalisé. Il va être stocké sur un ordinateur. Donc ça, c'est le contenu. Le fichier lui-même, c'est ce que j'appelle le contenu. Mais son contenant, ça va être par exemple l'ordinateur, ça va être par exemple la tablette. Donc tout ce que l'on appelle numérique, ça peut être aussi bien le fichier que son contenant, que sa tablette. Donc c'est un terme, on va dire, général à tout ce qui est codifié, informatisé. Digital, c'est la même chose que numérique. C'est le terme anglais, si vous regardez la traduction, digital, ça veut dire numérique. Donc digital, numérique, c'est un terme vraiment très général qui concerne aussi bien le contenu que le contenant. Par contre, facture électronique, là, on rentre un petit peu plus dans un terme qui indique quel est le type de document avec son terme légal, avec tout ce qui est légal. Donc, facture électronique, avec tout ce qui va, l'intégrité de la facture, les données de la facture, qui doit être fait dans un terme légal qui correspond à des conditions légales, que ce soit l'authenticité de la facture, la lisibilité ou l'intégrité de la facture. La facture dématérialisée, elle, par contre, c'est une facture qui peut être, qui n'est plus sous forme physique, qui était sous une forme papier et qui va être dématérialisée de deux façons, soit d'une façon électronique, donc avec un fichier, ou alors sous format d'un PDF, donc qui est une image de votre facture. Donc on va dire qu'une facture dématérialisée, ça peut être une facture électronique ou un PDF sous la forme d'une image.
Un document scanné, par exemple, va être une facture dématérialisée. Donc voilà globalement les différents termes qui sont utilisés en informatique. Numérique digital, c'est un terme général, contenu contenant. Facture électronique, ça correspond à un document qui répond à des conditions légales. J'aurais pu dire commande électronique ou j'aurais pu dire devis électronique. Et facture dématérialisée comprend aussi bien les factures électroniques que des factures que vous avez scannées sous format PDF. Alors, je vais laisser la parole à mon collègue Richard Bonne pour vous préciser quels sont les avantages et les contraintes ou les prérequis pour faire de la facturation numérique dématérialisée. Au niveau des avantages, donc, c'est déjà, ça sera un gain de temps et une économie. On estime que le coût d'une facture est d'environ 10 euros, 8 à 10 euros. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une facture? En fin de compte, le processus de facturation, c'est déjà la préparation de la facture, la recherche des éléments pour faire cette facture. Ensuite, il y a la facturation proprement dite, la comptabilisation de la facture, l'envoi par la poste ou éventuellement par mail de la facture, le rapprochement avec le paiement, l'archivage et la gestion des litiges. Ça fait beaucoup de choses pour une facture. La facture électronique, elle va réduire tous les coûts directs. On n'aura plus besoin de papier, on va gagner énormément de temps pour sécuriser la facture au niveau des acheminements. Elle augmente donc la productivité de l'entreprise. Les relations donc, entre l'établissement de la facture, le règlement de la facture pourront se faire pratiquement automatiquement par la machine. On va gagner aussi en trésorerie. La facture, elle se fait plus rapidement. Donc, on sera en principe payé beaucoup plus rapidement. On estime que le gain moyen, donc les entreprises, lorsqu'elles sont passées aux factures électroniques, ont gagné 15 jours de trésorerie. Ça se comprend assez facilement d'ailleurs, puisque lorsqu'on paye par exemple en fin de mois, il suffit d'arriver le lendemain et hop, on repasse un mois plus tard. Les factures sont plus sûres, donc elles seront moins contestées. Et les règlements, surtout ce qui est très important, c'est que les règlements se feront de plus en plus par virement. Donc, ça sera la fin, fin de compte. Bon, le chèque, il est déjà parti. Ensuite, donc, on aura une meilleure gestion de trésorerie, puisqu'on pourra savoir donc, au jour près, connaître les entrées de trésorerie et les sorties de trésorerie. Donc, on pourra anticiper les problèmes et avertir le banquier pour lui dire qu'à telle période, on risque d'être à découvert, mais qu'on sera couvert le lendemain. L'avantage aussi, c'est la sécurité au niveau fiscal. Au niveau fiscal, donc dès l'instant qu'il y aura la facture électronique, toutes les factures devront passer donc, par Corus, par l'administration fiscale. Bon, d'ailleurs, c'est une des raisons aussi pour l'administration fiscale de la facture dématérialisée, c'est de limiter la fraude à la TVA. Une fiabilisation et simplification du processus d'établissement, assurer la sécurité et la facilité de la facture. Bon, à ce propos, je signale que pour les petites entreprises, très petites entreprises, les experts comptables donc, seront capables de transformer la facture donc, sous forme PDF en facture électronique, en y ajoutant donc un fichier XML. Donc, si la petite entreprise, si elle n'a pas les moyens donc, de s'outiller, les experts comptables seront capables de le faire. Ils ont déjà d'ailleurs créé une plateforme pour ça. D'accord. Au niveau des inconvénients, ah, pardon. Alors, l'inconvénient principal, ça sera une modification en fin de compte de l'organisation de l'entreprise. Alors, au départ, c'est sûr que ça va prendre du temps, beaucoup de temps, et il faudra aussi former les collaborateurs à ce que c'est que justement cette facture électronique. Alors, il y aura un coût de mise en place, un coût de formation donc, du personnel
et un investissement matériel au départ, même si c'est l'entreprise qui n'aurait pas les moyens, encore que maintenant ça coûte très peu cher. Donc, d'avoir un petit logiciel de facturation ou un logiciel de comptabilité. Et l'inconvénient, ça va être qu'il faudra donc sécuriser les données. Il faudra certainement limiter les autorisations d'accès. Il ne s'agit pas que n'importe quelle personne puisse envoyer des factures et gérer les sauvegardes. Ouais. Alors, je reprends la main sur la diapo suivante. Là, on a matérialisé sur ce schéma les différents flux à respecter pour la facturation électronique. Admettons que vous soyez le vendeur, l'entreprise A, le vendeur A qui est tout à fait en haut à gauche, et que vous vendiez quelque chose au client B en haut à droite. La première étape, il va falloir votre facture, il va falloir donc la dématérialiser et l'authentifier. Pour ce faire, donc, soit il faudra un logiciel spécifique, soit il faut faire appel à un prestataire externe, ce qu'on a noté plateforme privée numéro 1, qui va authentifier votre facture. On va voir de quelle façon, mais ça va authentifier votre facture avec, par exemple, un numéro de certificat qui va être apposé sur la facture. Et cette facture va suivre la première flèche jaune en haut et va aller sur la plateforme de votre client B. Alors, quand on dit plateforme, ça peut être un logiciel spécial, ça peut être un prestataire informatique qui fait l'interface entre votre facture qui est partie de chez vous et qui va être réceptionnée par le client B et qui va authentifier la facture qui est partie sous format électronique. Ça, c'est la première étape lorsque vous vendez à un client B lambda. Si vous faites des ventes sur des clients publics, style par exemple mairie, style par exemple dans un lycée, là il va falloir passer par une plateforme qui s'appelle Chorus, qui fait l'interface entre le client public et vous. Donc la facture va partir, la facture dématérialisée va partir donc du vendeur A qui est vous donc, passer par la plateforme privée 1 et aller sur la plateforme reconnue par l'État qui s'appelle Chorus. Et c'est Chorus qui va faire l'interface et qui va envoyer ensuite cette facture au client, par exemple D, qui est par exemple une mairie. Et en même temps, Chorus va envoyer à l'administration fiscale tous les éléments qui vont servir à la prédéclaration de la TVA. Donc, en une seule étape, vous allez envoyer donc vos factures dématérialisées à la plateforme Chorus, qui va l'envoyer à votre client final et en même temps va envoyer les éléments à l'administration fiscale. Par contre, si dans le premier cas, vous envoyez directement votre facture au client B, il va falloir envoyer quand même à Chorus tous les éléments qui vont servir à la prédéclaration de TVA. C'est pour ça que vous avez une flèche rouge qui indique que tous les éléments de TVA doivent partir de chez vous et aller quand même à Chorus, sur la plateforme Chorus. Alors, en sachant que pour faire tout ce cycle-là, chez Chorus, vous voyez, vous avez un petit livret orange qui va préciser à Chorus tous les organismes publics qui sont concernés. Donc, comme je vous disais, les mairies, etc., les mairies, les lycées qui sont concernés par ces différents flux. Alors, à l'origine, pour la petite anecdote, les flux devaient passer systématiquement par Chorus. C'est-à-dire que la première flèche que vous avez en haut, là, qui passait de la plateforme 1 à la plateforme 2, n'existait pas. Tout passait par Chorus. Et ils se sont aperçus que si Chorus, il y avait un problème informatique au niveau de la plateforme, ben vous ne pouviez plus envoyer vos factures au client B, par exemple. Donc, ils ont autorisé cette interface entre votre client A chez le client B directement par les plateformes privées, donc qui vont codifier, qui vont authentifier vos factures. Alors, tous ces flux vont se faire de différentes façons. Alors, ces flux vont permettre de toute façon de répondre à 3 critères qui sont impératifs lorsqu'on fait des échanges informatiques. Donc, le premier critère, ça va être d'authentifier l'origine de la facture, c'est-à-dire que le client B qui va recevoir votre facture, elle va être sûre que c'est bien vous qui l'avez émise. Il va y avoir un certificat dessus qui va authentifier l'origine de la facture. On verra de quelle manière. Le client qui va recevoir votre facture saura que le contenu est complètement valable, qu'il est dans la légalité, parce qu'il aura respecté certaines normes.
Et le client qui va recevoir la facture sera lisible dans tous les cas, il n'y aura aucun souci pour lire tout le contenu de la facture. Donc, ça va être 3 critères qui vont être à respecter par l'intermédiaire de la facturation électronique. Alors, comment vont être envoyées toutes ces données? Alors, de 3 façons. Soit vous faites ce qu'on appelle de l'EDI fiscal. Alors, qu'est-ce que c'est que l'EDI? C'est l'échange de données informatiques. Et qu'est-ce que c'est que l'échange de données informatiques? Ça veut dire que vos factures vont être complétées dans un fichier informatique qui aura une structure bien particulière. Alors, cette structure, on peut par exemple imaginer que c'est un super Excel où vous allez avoir, par exemple, dans la première colonne, le numéro de facture, dans la deuxième colonne, la date, la troisième colonne, le montant. Donc, ce sont des fichiers électroniques informatisés, normalisés, que vous pourrez envoyer donc directement à votre client. Donc, sans envoyer de papier, c'est un fichier qui va partir et qui est normalisé. Alors, pour cette EDI fiscale, si vous envoyez par exemple dans des organismes d'État ou des organismes privés, l'EDI fiscal que vous envoyez par exemple, je veux dire à la SNCF, ne sera pas le même EDI fiscal que vous allez envoyer dans les mairies. Chaque organisme a son fichier qui est normalisé. Alors, je ne vous cache pas que pour faire de l'EDI fiscal, comme il faut un logiciel un peu particulier, du paramétrage, là, il faut faire appel à une société externe qui vous paramétrera ces envois. Et en général, l'EDI fiscal est réservé aux grosses sociétés. Je ne pense pas que les TPE vont faire de l'EDI fiscal, parce que c'est quand même assez lourd. Au cabinet d'expertise. Ou faire appel à un cabinet d'expertise pour faire l'EDI fiscal. Ce n'est pas la petite TPE qui va pouvoir le faire avec son petit logiciel, c'est quand même des choses qui sont normalisées. Deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la signature électronique. Alors, vous pouvez envoyer, par exemple, à un de vos clients un PDF. Je pense que la plupart du temps, on sait faire un PDF, on prend la facture, on la scanne, et ça va faire un fichier au format PDF qui a été scanné. Mais le PDF n'est pas valable. Pour qu'il soit valable et pour que votre client l'authentifie, il va falloir l'authentifier par ce qu'on appelle une signature électronique. Alors, qu'est-ce que c'est une signature électronique? C'est un certificat que vous allez devoir obtenir. Et lorsque vous allez faire un PDF de votre facture, vous allez avoir un logiciel qui va authentifier la facture et qui va y mettre un numéro de certificat en même temps que la facture. Donc, le client, lorsqu'il va recevoir la facture, il va recevoir le PDF, mais en même temps, il va recevoir un certificat qui authentifie que vous êtes bien à l'origine de cette facture et que c'est bien la dernière version de cette facture. Pour avoir ce certificat, donc soit il faut voir avec un organisme d'État qui va vous donner un numéro de certificat, c'est comme une clé, c'est une clé, un certificat, ou faire appel à un prestataire externe qui vous authentifiera ce PDF. Donc, c'est la deuxième possibilité qui, à mon avis, va peut-être pas mal se généraliser. C'est un PDF authentifié par une signature électronique. Et dernière possibilité, pour ceux qui ne font pas de l'EDI et qui ne font pas de signature électronique, vous allez pouvoir conserver le papier. Alors, je ne sais pas pendant combien de temps, mais à mon avis, à un moment ou à un autre, ça se terminera, mais vous pouvez conserver le papier. Mais si vous conservez le papier, et si vous avez un contrôle fiscal, il va falloir justifier des flux que vous avez en interne dans votre entreprise. C'est-à-dire que si vous avez une facture, il va falloir justifier que vous avez eu soit un devis, soit une commande, que vous avez établi un BL. Donc ça, c'est le premier justificatif. Il va falloir justifier votre facture au niveau comptable. Et il va falloir prouver que vous avez archivé toutes les différentes pièces comptables, alors que ce soit par exemple une commande, une facture, il va falloir justifier tous ces différents flux. Donc vous allez avoir quelques contraintes que vous n'aurez pas si vous faites de l'EDI fiscal ou si vous faites de la signature électronique. Mais je vous dis, ça pour l'instant, c'est encore valable, mais on ne sait pas encore jusqu'à quelle date. Ça va être trop compliqué de toute façon. Oui, ça va être compliqué après pour archiver. Voilà, donc voilà sur cette partie, mais là, ce que l'on a vu, c'est la partie théorique de tout ce qui est facturation électronique, donc de la part de mon collègue et puis de moi-même. Mais je pense que plutôt que de rester sur la théorie, on va passer sur la pratique qui sera quand même plus claire. Merci pour la transition voilà, merci. et la présentation. Alors,
On va arrêter le diaporama. Est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont claires? Alors, on a une petite remarque d'Audrey. Alors, Audrey, est-ce que vous voulez prendre la parole peut-être? Ce sera peut-être plus simple. Ce sera peut-être plus simple, merci. Je me présente rapidement. Audrey Thierry, responsable régionale Lorraine-Alsace pour la société OpenBee, spécialiste de tout ce qui est gestion de contenu numérique. Et donc, du coup, effectivement, de tout ce qui touche à la facture client, entre autres. Et effectivement, la société Ecti a raison. Oui, il faut bien authentifier les factures. Vous vous authentifiez, vous, en tant qu'émetteur de ces factures clients au niveau de l'entreprise. Et ça peut passer par un cachet serveur RGS 1 étoile qui est suffisant. Nul besoin d'une clé spécifique qui est plutôt considérée comme un RGS 2 étoiles. Le RGS 2 étoiles, du coup, sera plus cher qu'un RGS 1 étoile. Et pour ce faire, en fait, pour les factures clients, il suffit d'un RGS 1 étoile. Voilà. Et la distinction avec la signature électronique dont vous entendrez parler peut-être par la suite, c'est que la signature électronique correspond en fait à un document qu'on envoie via un service spécifique et sécurisé avec un code SMS pour le destinataire qui lui permettra de s'authentifier sur ce document. Est-ce que ça va? Oui. J'ai peut-être été un petit peu rapide. Non, c'est bon. Merci. Vous aviez une question? Oui, je voudrais tout de même faire une précision donc, au niveau de, pas de la signature électronique, mais du fichier PDF. Pour que le fichier PDF, donc il est lisible par l'humain. Par contre, il n'est pas lisible par la machine. Donc, il faudra rajouter donc, un fichier qu'on appelle un fichier XML pour qu'il soit lisible par la machine. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur cette partie-là ou on peut passer à la deuxième partie? Alors, je sais, oui, je sais. Alors, je ne sais pas, vous allez peut-être me confirmer. Quand vous faites un PDF signé, donc c'est un PDF qui part sur une plateforme et qui est signé électroniquement, je crois que la personne qui a émis cette facture reçoit aussi le PDF signé. Le client qui a émis la facture reçoit un élément comme quoi sa facture a bien été signée pour pouvoir l'archiver. Oui, tout à fait. Alors, si je peux me permettre, en fait, quand vous authentifiez une facture client, oui. Votre client, lui, va recevoir effectivement cette facture au format PDF. Il pourra l'ouvrir avec une fonctionnalité, un logiciel de type Acrobat Reader, et vous aurez à ce moment-là un panneau de signature qui va s'afficher. Et donc, ce panneau de signature s'ouvrira sur la gauche et permettra d'authentifier l'émetteur de cette facture. C'est ça, oui, oui. Okay. Donc, il y a un retour au niveau du client qui émet la facture signée, hein, tout à fait. Oui. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, David, je vous passe la main pour la deuxième partie. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis David Élu, je suis commercial de la société globale Bureautique, qui est située à Houdemont et qui s'appelait Repro Bureau avant. Petite précision pour ceux qui nous connaissent depuis quelques années. Et donc, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est lié à l'impression et à la numérisation des données. Voilà. Donc, nous sommes dans un premier temps, notre cœur de métier, c'est tout ce qui est photocopieur imprimante avec scannerisation. Et depuis plusieurs années, spécialisé avec le partenariat d'OpenBee, qui est un éditeur français, dans tout ce qui est solution de dématérialisation, que ce soit facture fournisseur ou facture client ou bulletin de paye électronique, notamment, et la gestion des contenus. Donc, nous sommes assistés aujourd'hui par Audrey Thierry, qui est responsable régional, donc Est, de cet éditeur. Et donc, nous, en tant que généralistes, on va dire, on va réaliser des audits dans les entreprises pour tout ce qui est dématérialisation en travaillant soit sur tous les domaines, soit sur un domaine spécifique. Voilà. Je peux peut-être vous présenter rapidement mon entreprise. Vous pouvez me donner la main pour partager ou pas? C'est fait normalement. Je n'ai pas de notion de partage. Alors, attendez. Hop. Je vais vous présenter donc la société globale bureautique qui existe depuis 35 ans.
Elle est située principalement en Lorraine. On a 5 agences à Épinal, Sarrebourg, Sarreguemines, Metz et Nancy. Le siège opérationnel est à Nancy, le siège officiel est à Metz. Et nous sommes une vingtaine, 25 salariés, dont 13 commerciaux. Nous sommes liés à un groupe qui s'appelle le groupe Sequoia, qui est leader dans le Grand Est. Et nous avons la chance d'avoir auprès de nos clients, d'être l'interlocuteur unique, à savoir tout ce qui est avant-vente, audit, tout ce qui est vente, suivi administratif, notre propre organisme de financement et un très bon SAV regroupant une quarantaine de techniciens par rapport à tout le groupe Sequoia. Nous avons 4000 photocopieurs imprimantes en parc et on a, pour assister les techniciens terrain, une hotline de 9 personnes, voilà, qui est située à Metz du lundi au vendredi. Donc, Global Bureautique, c'est 13 millions de chiffre d'affaires, 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait 6 ans maintenant qu'on est affilié au groupe Sequoia et nous sommes le plus gros distributeur sur le quart nord-est de la France. Dans les marques que l'on distribue, donc, nous avons Konica et Develop et Canon, parce que le groupe Sequoia est rattaché au groupe Konica. Et dans tout ce qui est solutions de dématérialisation, OpenBee en premier, des solutions de sécurité des données et Zindoc, un autre logiciel. Voilà. Donc, on est vraiment l'interlocuteur unique et on se rend dans les entreprises pour réaliser des audits sur tout ce qui est différents domaines, avec des photos qui ne sont pas tirées d'un catalogue public, mais vraiment des photos de nos agences. Voilà. Je vais passer la main à Audrey qui va vous présenter un peu plus en détail tout ce qui est dématérialisation des factures aujourd'hui, en commençant par les factures clients, parce que c'est l'objet de la présentation aujourd'hui. Juste, pardon David, mais est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment se déroule l'audit dans les grandes lignes, voilà, pour qu'on puisse un peu… Tout à fait. Alors, moi, soit je me rends dans un premier temps dans l'entreprise et en échangeant avec la personne sur sa façon de travailler, sur comment et avec quoi il travaille, sur quel logiciel et ce qu'on peut lui apporter en plus, tout en ne changeant pas son logiciel métier, parce que le but, c'est qu'il ne change pas non plus son logiciel de facturation s'il y en a un. Même s'il travaille encore sur Excel, pour certains, on en voit encore, il restera sur Excel. Notre solution vient en juxtaposition à son logiciel métier. Donc, nous, en lui posant quelques questions qui sont bien ciblées, bien précises, on sait qu'on va travailler soit sur un module facture client ou facture fournisseur ou bulletin de paye. Voilà. On sait à travers un petit questionnaire très simple, un audit qui dure entre une demi-heure et 1 heure, qui est très bien, un questionnaire qui est très bien précis et puis qui peut déclencher tout de suite un projet. À partir de là, notre responsable projet chez nous au sein du groupe Global Bureautique, c'est de venir et présenter une solution, une petite démo et puis par la suite reposer un peu des questions pour bien affiner et faire une offre par la suite. Voilà. Ok, merci pour la précision. Je vous en prie, je suis là pour ça. Alors, pardon, je n'avais désactivé mon micro. Est-ce qu'on voit encore mon écran, s'il vous plaît? Alors, peut-être pas. Du coup, nouveau partage. Voilà. Oui. On va faire ça. C'est bon pour nous. Parfait. Du coup, merci David pour cette présentation. Effectivement, toutes les équipes de Global Bureautique sont à même de vous fournir le nécessaire en termes de suivi, de conseils, d'audit documentaire pour justement vous donner la capacité d'avoir un archivage à vocation probatoire, c'est-à-dire vraiment en toute conformité, en toute sécurité. Et là, ce que je veux vous montrer du coup, c'est un des outils, donc OpenBee en l'occurrence, effectivement, au travers duquel vous allez voir qu'on va retrouver cette fameuse piste d'audit fiable dont on a discuté tout à l'heure et effectivement, comment est-ce qu'on va le gérer au travers directement de notre logiciel métier. Eh bien, c'est tout simple. OpenBee, vous allez tout simplement vous connecter via un navigateur Internet et effectivement, on est disponible notamment en cloud pour laisser la place aussi au télétravail si besoin.
Donc, vous allez avoir une plateforme collaborative et cette plateforme va être intégralement personnalisée. Je me suis amusée un petit peu avec les logos de numéros pour pouvoir vous montrer cette partie-là. Je vais me connecter et effectivement, du coup, vous allez voir qu'on arrive sur cette plateforme avec tout simplement un accès rapide aux derniers documents récemment consultés avec des liens à chaque fois. Si je clique sur le document, je vais arriver sur le document en question. J'ai également les dernières recherches effectuées, un principe de favori qui m'emmènera directement au dossier que je souhaite avoir en visibilité rapidement, un moteur de recherche qui va faire de la recherche plein texte, c'est-à-dire qu'il va aller chercher du contenu à l'intérieur de votre document, à condition bien entendu que celui-ci soit en caractère d'imprimerie. Et vous allez pouvoir donc rapatrier des documents, notamment depuis votre logiciel métier. Alors, avant de vous montrer ce qui va se passer par rapport au logiciel métier, je vais vous montrer que vous ne serez pas perdu par rapport à votre façon de travailler aujourd'hui, puisqu'en réalité, la plupart des entités travaillent tout simplement sur une arborescence de type Windows. OpenBee va vous permettre de répondre à ce genre de besoin, notamment parce que vous le voyez ici sur la gauche, on a bien une arborescence Windows avec un dossier client et effectivement des premiers dossiers, sous-dossiers qui apparaissent. Donc ici, par exemple, pour le client Cara, je vais pouvoir avoir mon dossier bon de commande, mon dossier bon de livraison, mon dossier facture et mon dossier devis. Et à chaque fois, à l'intérieur de ceci, je vais avoir notamment des liaisons dynamiques, c'est-à-dire un automatisme d'agrafe virtuelle, tout simplement, une agrafe, qui va vous permettre en fait de retrouver cette piste d'audit fiable. J'émets un devis envers mon client, je reçois son bon de commande signé. À ce moment-là, je vais les agrafer ensemble. Je vais également avoir le bon de livraison et la facture. Donc, toute la chaîne peut être retracée directement et donc on a bien cette piste d'audit fiable. Et alors, comment ça se passe quand je veux travailler depuis mon logiciel métier? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je suis sur un logiciel métier. Et effectivement, n'importe lequel, hein, ici j'ai un exemple très concret, mais vous prenez tout simplement un lot de documents à éditer et au lieu de l'éditer avec un multifonction, vous allez tout simplement choisir une imprimante virtuelle et donc en un clic, vous allez pouvoir imprimer et transmettre vos documents à vos clients et en toute sécurité puisque OpenBee permet d'intégrer le fameux cachet serveur d'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure et donc automatiquement de taguer vos factures avec ce cachet serveur avant transmission à vos clients. Ce qui fait que si je rafraîchis ma page, on va le voir dans quelques instants, ici les dossiers vont commencer à se mettre en œuvre et effectivement du coup on va avoir pour certains dossiers d'autres dossiers qui vont se créer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va également avoir un connecteur Chorus Portail Pro où vous allez pouvoir automatiquement envoyer vos factures à destination des collectivités et où vous allez pouvoir avoir également une visibilité sur le statut qui est mis par la collectivité sur votre facture dans Chorus, puisqu'en fait, l'information est montante vers Chorus et descendante de Chorus vers la plateforme OpenBee tout simplement. Et donc, en fait, OpenBee, tout simplement, va vous permettre d'avoir notamment des règles de classement. Ça va automatiser ce processus dont je vous parlais tout à l'heure de classement depuis le logiciel métier. Et donc, cette règle de classement sera très simple. Ce sont des champs qu'on complète automatiquement pour vous, qui sont le type de document, quel dossier émet cette facture. Donc, ici, on est bien sur l'entité Bigoodies qui l'émet. Le nom du client, la référence de la pièce, la date de la pièce et évidemment la modalité de transmission. Est-ce que votre client souhaite une modalité par mail ou est-ce que par rapport à ça, il va falloir que, je vais enlever ceci, ou est-ce qu'effectivement il faut conserver encore un petit peu le papier pour ce client-là jusqu'à 2023 où ce sera bien une obligation légale, vous l'aurez compris. Et donc, si je reviens sur mon dossier client, eh bien, tout simplement, je vais avoir cette fameuse piste d'audit fiable, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, avec les différents dossiers, sous-dossiers qui s'ouvrent à volonté. Tous ces documents-là ont été classés, les dossiers ont été créés grâce à l'automatisme de la règle de classement. Est-ce que vous avez peut-être des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer ? Ça a l'air clair. Comment vous faites la relation entre le devis commande BL facture? Alors, on va se servir en fait d'un numéro commun. Si vous voulez bien, on va regarder ça ensemble. Le devis va porter un numéro. Oui.
donc le DE 4x0, 2. Et en réalité, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au bon de commande et au suivi de reprendre les diverses informations de ce numéro référent et de les répercuter sur les autres documents. Et mon outil permettra effectivement d'aller chercher ces numéros ou cette référence. Si je prends du coup les autres documents, vous allez le voir tout de suite, le bon de commande va reprendre la fameuse référence. Et je vais dire à ma machine, à mon outil, d'aller lier automatiquement ces éléments entre eux. Grâce à cette métadonnée, à ce champ, cette référence commune, tout simplement. Et cette référence, à quel moment elle est inscrite? Au moment de la saisie de la commande du BL? Alors, en tant que fournisseur, vous devez effectivement, du coup, reprendre les éléments qui vous sont transmis. Si vous recevez un bon de commande, oui, eh bien, effectivement, il va falloir faire un rappel de ce numéro de bon de commande sur les différents éléments à venir, c'est-à-dire l'accusé de commande, si vous en générez, le bon de livraison et la facture. Et ce numéro sera le numéro de référence à chaque fois. C'est une référence interne ou une référence externe? Oui, voilà. Fonction en fait de si le client vous a envoyé un numéro de commande, oui, oui, ou si vous allez le générer de votre côté sur un devis. Tout à fait. Oui. Et votre client, lui, recevra en réalité du coup un envoi-partage où on va tout simplement pouvoir lui donner un accès au document au travers d'un lien sécurisé et où joindre la facture par mail, si vous le souhaitez. Donc, on a les deux possibilités. Soit on envoie juste un lien sécurisé, soit on envoie le document. Attention aux conditions RGPD, évidemment. RGPD, réglementation de la donnée personnelle, bien entendu. Et c'est pour cette raison, notamment, qu'il faut lui apposer un cachet serveur à votre document pour vous authentifier, notamment par rapport à ce que demande la répression des fraudes. Puisqu'une facture peut être hackée, vous l'aurez compris, quand elle est transmise par mail. Et donc, tout ça est complètement automatisé. OpenBee permet d'intégrer un cachet serveur et du coup, de surveiller cette fameuse règle de classement dont je vous parlais tout à l'heure, de détecter que c'est une facture et chaque fois qu'il détectera que c'est une facture, il apposera le cachet avant transmission par email. Okay. Comment ça se passe pour une petite entreprise voilà, qui a déjà des manières de travailler, la transition d'une manière de faire à une autre, combien de temps il faut compter, quels sont les critères de matériel, enfin, les points de vigilance à prendre en compte, la connexion Internet, enfin, voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous balayer quel environnement informatique il faut avoir pour passer d'une méthode à l'autre? Alors, en réalité, ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que la tendance est bien au numérique. J'ai de plus en plus d'entreprises en contact qui vont mettre en place des boîtes mail dédiées pour la comptabilité, notamment pour recevoir de la facturation fournisseur. Et ce qu'il faut savoir, surtout, c'est qu'une norme EDAS existe qui dit tout simplement, si vous recevez une facture fournisseur au format électronique, à ce moment-là, vous pouvez la conserver au format électronique. Elle est considérée comme votre original. En revanche, si vous recevez une facture au format papier, à ce moment-là, il faudra bien la conserver au format papier pendant les années imparties, c'est-à-dire 10 ans, et au format numérique également, 10 ans également. Et surtout, il faut savoir également qu'il existe un accompagnement vers de la copie numérique fiable, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui mettre en œuvre une façon de faire, un process qui fait que votre facture papier pourrait être conservée en format numérique à certaines conditions, notamment de numérisation. Donc, toute cette transformation, à l'origine, on part du papier vers du numérique, est accompagnée au travers d'audits documentaires pour respecter vos process de travail, la façon dont vous travaillez aujourd'hui, dont vous classez, rangez vos documents. Et effectivement, le but, c'est de vous apporter une solution par rapport à ça. Le mieux, et à l'heure actuelle, c'est effectivement de partir vers quelque chose qui sera en mode cloud. Le cloud, je sais que ça peut faire un petit peu peur à certains, mais il ne faut pas en avoir peur pour la bonne et simple raison que il faut s'assurer tout simplement oui, d'avoir une bonne connexion Internet,
d'avoir derrière le partenaire qui va bien de façon à vous assurer une redondance de vos données. Donc, c'est-à-dire une sécurité et une sauvegarde de vos données. Ça doit être fourni par votre prestataire informatique ou effectivement prestataire partenaire, fournisseur de tous ces sujets de dématérialisation. Au-delà de ça, la transition va se faire de manière très simple. On va vous impliquer et vous montrer comment ça fonctionne. Parce que vous le voyez, il n'y a rien de très compliqué. Et l'avantage, effectivement, ça va être le moteur de recherche assez puissant pour pouvoir aller rechercher des formats numériques, là où, quelque part, si je vous demandais de retrouver une facture, ça prendrait bien plus de temps, puisqu'en papier, il faudrait se lever, aller dans le bon classeur et effectivement, derrière, aller chercher le bon intercalaire où on a mis cette facture en question, si on ne s'est pas trompé lors d'un classement. On sait ce que c'est. Par ailleurs, et surtout, ça va vous épargner, comme on le disait tout à l'heure, au préalable en partie 1, des frais de gestion, puisqu'un envoi postal et où alors l'envoi postal va générer à peu près entre 2 et 3 € de frais de gestion, c'est-à-dire effectivement le temps homme, la mise sous pli, le papier, l'enveloppe, l'envoi postal en lui-même. Généralement, on les envoie en envoi vert, en lettres vertes. Et sinon, effectivement, derrière, côté facture fournisseur, il faut savoir que la facture fournisseur aujourd'hui a un coût qui peut aller à peu près entre 7 jusqu'à 20 € de traitement, notamment par rapport à tout ce qui est saisie comptable. Et soyez assurés qu'OpenBee, et donc la société globale également, est capable de vous fournir tout ce qui touche à la facturation fournisseur, avec toujours cette piste d'audit fiable, puisqu'elle est du côté facture client comme du côté facture fournisseur. Et effectivement, on va même jusqu'à l'implémentation d'écriture comptable pour vous éviter des erreurs de saisie. Okay. Demain, OpenBee sera tout à fait opérationnel sur tout ce qui est FactureX, puisqu'effectivement, on a déjà les outils qui vont gérer ce fichier compagnon dont on parlait tout à l'heure, qui joindra au PDF de la facture, qui se joindra à celui-ci. Donc, on a un XML qui reprend tout simplement la donnée pure de la facture. Et effectivement, donc, on le lie à ce PDF qui est la facture pour obtenir le format FactureX, qui est un des formats attendus par effectivement ce qui arrive en 2023 notamment et ce qui sera probablement retenu comme format. Ok. Sinon, effectivement, en termes d'accompagnement, le mieux dans ce genre de situation, quand vous êtes aujourd'hui encore en papier, c'est de se dire quel est le point d'entrée sur lequel je voudrais améliorer mes performances en tant qu'entreprise ou mon image en tant qu'entreprise. Est-ce que je vais mettre en évidence une image où je vais pouvoir transmettre mes factures par voie dématérialisée? Pourquoi? Parce que finalement, vous êtes le fournisseur de vos clients et donc du coup, en tant que fournisseur, si vous leur fournissez une facture numérique, ils vont pouvoir la conserver, eux, en format numérique. Et ça va leur faire gagner de l'argent également. Ça vous fera gagner, vous, de l'argent par rapport aux ces fameux coûts de gestion d'envoi postaux, mais ça leur fera gagner, eux, également de l'argent en termes de traitement et d'archivage. Ça va pour cette partie? C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? C'est OK pour vous? Ah, Maria, le micro. Non, toujours pas. Un micro. Ouais. Maria, on ne vous entend pas. Non, le micro est coupé. Il faut que vous réactiviez le micro. Ou appuyer sur la barre d'espace. C'est mieux. Ça va? Oui. Bon, c'est une petite question peut-être bête, mais comme je suis une petite entreprise en micro, et bon, ça m'arrive de facturer pour les PME, par exemple, mais je ne facture pas la TVA. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas non plus la recueillir. Et est-ce que ça sera obligatoire? Et comme j'utilise un logiciel EBP, c'est un tout petit logiciel, est-ce que ça c'est considéré comme une facture électronique qui est fiable? Alors, le logiciel EBP, donc comme tous les autres petits logiciels, est capable de créer la facture électronique. Ok, donc cette facture que j'utilise actuellement, elle est déjà, on va dire, dans le format sécurisé.
La question, Maria, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui vous envoyez vos factures? Par mail? Par mail depuis EBP? Oh, j'enregistre un PDF et ensuite je transmets à mon client par mail. Alors, d'accord. Alors, ce qu'il vous manquera sur cette facture pour qu'elle soit considérée effectivement comme la bonne facture, ce sera le fameux cachet serveur pour vous authentifier en tant qu'émetteur de cette facture. Il vous manquera tout simplement un cachet qui permettra de valider que vous êtes bien l'émetteur de cette facture auprès de la répression des fraudes. Et donc, du coup, ce cachet serveur, vous pouvez demander des conseils auprès de la Chambre du commerce et de l'industrie, notamment, auprès des CCI. Ils vont vous donner quelques mandataires, par exemple. Je peux vous en donner également. Je n'ai pas d'action chez eux, mais je veux bien. Par exemple, du Chambersign. Chambersign, je vais vous l'écrire dans… Oui, merci Audrey. Avec plaisir. Il y a également Universign, que je ne me trompe pas dans l'écriture, pardon. Par exemple, voilà, Chambersign, Universign, ce sont des gens qui vont pouvoir vous fournir des cachets serveurs d'entreprise. Et le mieux, alors, Chambersign, je le connais un petit peu au niveau du nom parce qu'on a déjà travaillé avec des gens qui étaient équipés en Chambersign. C'est le Negocio RGS. Une étoile. Encore une fois, je n'ai pas d'action chez eux, hein. Vraiment pas. C'est juste pour vous aider un petit peu parce que c'est vrai que ce cachet a un coût. Et il faut pouvoir demander tout simplement soit à EBP qu'il vous intègre ce cachet directement depuis EBP, ou alors effectivement passer par des tiers comme nous pour qu'on puisse en fait imprimer comme je l'ai fait depuis mon logiciel depuis EBP, intégrer les factures sur OpenBee, mettre le cachet automatiquement dessus et ensuite seulement les envoyer par mail comme je vous l'ai montré. Et là, vous serez en toute conformité. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est clair pour vous, Maria? Vous aviez une autre question ou c'était plutôt ça. Donc, finalement, je ne suis pas vraiment complètement… Voilà. Il manque un bout. Oui, il manque un bout, c'est ça. Ça va venir. J'ai du temps encore, c'est pour 2025, mais bon, je me prépare. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou alors, c'était vraiment très clair? Ça a l'air. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir tenu le timing. Si tout est OK et s'il n'y a pas d'autres questions, je renverrai à tout le monde donc, les coordonnées des intervenants à nos participants. On a quelques personnes qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on a proposé aussi l'enregistrement et on rediffusera du coup cette intervention dans nos réseaux. Et puis, bah, écoutez, merci encore pour votre disponibilité, la qualité de vos interventions. Je peux préciser quelque chose? Oui, allez-y. C'est que entre Global Bureautique et OpenBee, il y a une forte relation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un accompagnement complet auprès des utilisateurs sur des solutions clés en main avec un accompagnement auprès de l'utilisateur final et qu'il y a une obligation de résultat aussi. Ça, c'est très important. Le but, ce n'est pas de vendre un logiciel et débrouillez-vous, c'est qu'il y a une obligation de résultat. Tant que le client n'a pas, entre guillemets, validé en signant le bon de réception final de la solution, eh ben, on continuera à travailler pour faire ce qu'il faut. Et voilà. Donc, il y a vraiment une obligation de résultat au bout. OK. Oui, ça, donc, c'est important. C'était important de repréciser cet aspect. Audrey, est-ce que tu retransmettras les supports qui ont été présentés aussi? Oui. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je reste à dispo et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Je ne sais pas encore sur quel sujet, mais voilà, on sera de retour pour la rentrée. Merci à tous. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.